Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur l'accueil des impatriés en France. Alors comme vous le voyez, cette fois-ci, on n'est pas dans les bureaux d'Expat Communication. Pour les impatriés, on fait les choses en grand, on fait les choses de façon belle, et donc nous avons la chance d'être dans ce beau studio avec un magnifique panel d'experts. C'est surtout ça qui va compter. Et on a cherché à voir toutes les dimensions qui pouvaient concerner l'accueil des impatriés. Donc vous allez voir, c'est un panel pluridisciplinaire dans lequel j'ai la chance d'accueillir, pour commencer, Jim Doherty, Jim qui est de l'Hermitage, qui dirige le groupe Hermitage. Martha Essinki. Martha, vous êtes directrice de l'école IB de l'Hermitage, donc c'est cette école qui est à Maison Lafitte, qui est là depuis longtemps, qui est connue. Et donc aujourd'hui, tous les deux, vous allez être nos experts éducation pour les impatriés. Ça vous va comme rôle? Exactement, merci. Très bien. Bonjour à tous les deux. Ensuite, nous avons Thomas Niver. Thomas, lui, il dirige une société de courtage immobilier qui s'appelle la société de courtage, avec un 2 comme le chiffre, que vous avez, c'est votre femme qui l'a montée et vous la co-dirigez avec elle. Et Thomas, aujourd'hui, vous êtes notre expert immobilier, logement, pour les impatriés. Tout à fait, bonjour, très heureux d'être là, merci. Bonjour Thomas. Nous avons aussi Stéphanie Lemaine-Tenaillot. Stéphanie qui est du cabinet Galahad. Galahad, c'est un cabinet qui est, pour ceux qui s'occupent d'impatriation, très connu à Paris parce que vous vous occupez de la fiscalité des impatriés. Exactement. Et donc vous serez notre expert administratif. Et enfin, on le redira, pour se sentir bien dans un pays, il faut une école, on va la voir, il faut un logement, il faut des papiers, et ça nous fait le bas de la pyramide de Maslow. Mais il y a aussi tout le haut de la pyramide, le sentiment d'appartenance, d'intégration, de savoir pourquoi on est là et le rôle qu'on joue. Et ça, c'est le rôle de Chantal Bishop-Corr. Chantal, elle est coach pour Expat Communication, et elle intervient à 2 titres. D'abord parce que pour Expat Communication, elle accueille, elle forme et coach beaucoup d'impatriés. Et puis aussi, Chantal, comme son nom ne l'indique pas, est américaine, en France depuis longtemps. Double agent. Et double agent, et toujours surprise par certains aspects de la culture française. Donc avec toi, on va plus parler intégration. Donc bonjour à tous, merci beaucoup d'apporter votre expertise pour traiter de ce sujet de comment faire quand on est une entreprise, qu'on accueille des talents étrangers pour qu'ils se sentent le plus vite et le plus profondément à l'aise en France et dans leur entreprise. Et les deux qui jouent et les deux vont se répondre. Première question que j'ai pour notre panel. Avant de parler d'intégration, on va parler un tout petit peu attraction. Donc, vous savez qu'hier à Versailles, au château de Versailles, il y a eu plus de 50 milliards d'euros d'investissements qui ont été décidés pour la France. Donc, visiblement, la France attire. Mais est-ce qu'elle attire aussi les talents? Vous, sur le terrain, qu'est-ce que vous entendez des impatriés, enfin des gens qu'on sollicite pour venir en France? C'est déjà Martha et Jim. Les familles à qui on parle de la France, est-ce que c'est compliqué de les faire venir ici? Si je suis ici aujourd'hui en fonction d'être président de la groupe Hermitage, mais si je peux parler comme un papa, les questions pour moi quand j'avais l'opportunité de venir en France, c'était plutôt ma famille. J'ai voyagé partout dans le monde comme individuel, bien sûr en France aussi, et j'ai trouvé très facile. Mais la question d'avoir une famille est plutôt les enfants. C'est pour moi le truc que je trouvais le plus difficile, c'était de la continuation d'éducation et comment je vais continuer sans perturbation l'éducation de mes enfants. Et bien sûr, la France est très attractive, mais ça c'était la chose que j'ai trouvé le plus dur quand je suis venu ici. Merci Jim. Et pour vous, Martha? Ben voilà, en tant que, en fait, moi qui accueille, on va dire, les familles qui arrivent en France, souvent pour la première fois, effectivement, c'est très attractif, vraiment, ça attire de partout dans le monde. Mais effectivement, ça aussi, c'est défis. La langue, les gens, ils pensent pas peut-être avant d'arriver, mais ce côté d'intégration et de pouvoir communiquer se démarque depuis le début aussi. Mais en tout cas, vous n'avez pas de difficulté, vous sentez pas de réticence des familles, et c'est peut-être
Qu'est-ce qui est le plus facile, faire venir les investissements ou faire venir les familles? Voilà, au contraire, en fait, je Non, pense c'est que facile. les gens rêvent de venir en France, que ce soit les familles. On a même des élèves qui viennent à l'internat parce qu'ils viennent de partout dans le monde. Et effectivement, ils veulent vraiment être en France. Ouais. Super. Et vous avez l'impression que c'est quelque chose qui se renforce avec le temps? Est-ce que vous voyez des changements? Je pense que, en fait, je pense qu'il y a cette continuité. La France a vraiment cette culture qu'on connaît partout dans le monde. Et c'est peut-être plus en arrivant que Ça, on va le voir après. Ouais. Vont venir. On va voir le décalage. Stéphanie Lemaine-Tenaillot, est-ce que vous confirmez ce sentiment, cette facilité d'attractivité de la France? Je pense que c'est un petit peu différent sur le plan fiscal. La vision. On n'a pas une bonne réputation sur le plan fiscal. Très bonne réputation sur le plan fiscal, ce qui n'est pas totalement vrai, puisqu'en fait fiscalement, on a un régime qui est plutôt assez favorable. Mais je pense qu'il y a un amalgame qui est fait avec la partie sécurité sociale et que globalement, l'impôt plus les cotisations sociales font qu'on a une charge globale qui est assez importante par rapport à d'autres pays. Et donc évidemment, on explique que devant les cotisations sociales, il y a des prestations et que évidemment notre régime est particulièrement intéressant. Mais je pense qu'il y a encore un vrai défaut en termes d'attractivité de la France et ça demande beaucoup de pédagogie pour expliquer aux étrangers qui viennent s'installer en France que voilà, on peut avoir, en tout cas sur le plan fiscal, des éléments très intéressants par rapport à d'autres pays. Donc ça demande du travail. Donc attractivité du way of life français, Voilà. du romantisme français. Mais peut-être un bémol sur la partie effectivement administrative et fiscale. Et puis effectivement, on peut se rendre compte que la façon de travailler avec les administrations françaises est peut-être un peu différente de celle de travailler dans d'autres pays. On en parlera. Se rendre compte, on va y venir maintenant. Voilà. On va y venir maintenant en comparant donc ce que disent les impatriés qui arrivent en France, donc les étrangers qui arrivent en France, et on va comparer leurs sentiments de bien-être, enfin, sur plein d'items, avec ce qu'en disent les expatriés dans d'autres pays. Et pour ça, on va s'appuyer sur le baromètre Expat Communication. Donc maintenant c'est devenu une routine. Hein. Tous les ans, Expat Communication interroge, on va dire, entre 12 et 15 000 expatriés. Et c'est ces résultats qu'on va vous présenter maintenant. Donc on compare. Sur la droite, vous avez l'ensemble du panel, c'est-à-dire les expatriés dans le monde entier. Et sur la gauche, vous avez les étrangers qui arrivent en France. Les chiffres qu'on a fait l'année dernière, ils datent un tout petit peu, avec notamment la région Île-de-France. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Déjà, on voit tout de suite, il n'y a pas de catastrophe, hein, parce que là, on va additionner les avis positifs et très positifs sur les conditions d'expatriation. Donc, vous voyez que globalement, ça se tient entre les expats qui partent partout dans le monde et ceux qui viennent en France. Là où il y a vraiment une différence, c'est le niveau de très satisfait par rapport aux ceux de satisfait. Le niveau de très satisfait pour les impatriés en France est presque d'un tiers, donc des 2 tiers plus bas de ceux du reste du panel. Donc là, tout de suite, on voit que bon, ça va la France, mais c'est pas du tout le waouh, boire un verre de vin blanc au bord de la Seine, comme on se l'imaginait avant d'arriver. Alors, regardons dans le détail ce que nous disent les impatriés. Donc, vous voyez en rose, ce sont les impatriés en France, et en Bordeaux, c'est le panel pour l'ensemble des expatriés. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On va regarder surtout là où on se démarque du panel, et on se démarque malheureusement presque jamais de façon positive, sauf pour les infrastructures locales. Génial, on a un super internet et des belles autoroutes et un beau TGV. Ce qui va pas, c'est le coût de la vie. Et ça, on va en reparler, Stéphanie, parce qu'il y a peut-être justement un travail de communication là-dessus. Ce qui va pas, c'est les démarches administratives et la fiscalité. Voilà, c'est 3 points déjà plus compliqués. Et enfin, et après, c'est promis, on s'arrête là sur les chiffres. Point difficile aussi, les conditions de logement, ça ce sera pour Thomas, et l'intégration dans le pays d'accueil. En revanche, il y a 2 endroits où on est au-dessus des autres pays, c'est la culture, les loisirs et les divertissements, et puis c'est l'alimentation. Alors, vous n'êtes pas surpris, heureusement, on est content de l'alimentation en France. Côté éducation, ça va bien. Ça va bien, même si, on va voir, il y a des nuances à apporter.
Déjà, les uns les autres, en commençant peut-être par Jim et Martha, est-ce que ces chiffres vous surprennent? Est-ce que vous voulez les commenter? Je pense que le climat, je sais pas où il habite, s'il pense que le climat c'est mieux ailleurs. Mais les autres chiffres, non, ça m'étonne pas. Je suis complètement d'accord avec comme je parle maintenant comme expat, et je suis à peu près pareil que les gens que vous montrez ici. Ouais. Oui, effectivement, quand on accueille les familles qui viennent d'arriver en France, on apprend petit à petit un peu les défis qu'ils ont au niveau de l'administration, la fiscalité. Ça peut se voir même avec nos propres professeurs qui sont expatriés, alors que l'environnement leur plaît bien. Donc, mais ça commence un peu à se sentir quand ils arrivent, ces défis. Oui. Ouais. Je pense que c'est très parlant, c'est-à-dire que la partie démarche administrative qui serait un des points les plus compliqués effectivement pour les impatriés, c'est très vrai, on le voit simplement pour la demande d'une carte vitale, l'obtention d'un numéro de sécurité sociale pour des étrangers. Il y a une procédure assez lourde à respecter avec des documents à fournir qui sont des originaux, des actes de naissance, c'est une procédure compliquée, il faut faire des traductions assermentées, donc on est vraiment dans un processus difficile à faire tout seul, pour lesquels ils ont en général besoin d'une assistance. Il peut y avoir des difficultés aussi de communication, comme on disait avec les administrations locales, qui souvent parlent uniquement français, donc déjà il peut y avoir la barrière de la langue. Il y a aussi sur le plan fiscal, on en parlait, la méconnaissance du système fiscal français qui brille par sa complexité. Si on peut parler par exemple du prélèvement à la source, qui est une grande nouveauté pour nous, mais qui existe dans beaucoup de pays étrangers, nous, on a un système compliqué où chaque salarié va avoir son taux personnalisé et non pas un taux fixe. Et donc, si on ne sait pas ça, on se retrouve avec sur son bulletin de paye un taux neutre parce qu'on n'aura pas fait la formalité qu'il faut faire en arrivant, c'est-à-dire demander son identification à l'administration fiscale, et on va se retrouver surprélevé pendant presque un an jusqu'à ce qu'on dépose sa première déclaration de revenus. Et là, on répond à l'enquête en disant le coût de la vie en France, c'est la catastrophe. Et tout ça, si effectivement on n'aura pas donné l'information en amont et qu'on n'a pas aidé la personne à faire cette demande d'identification, ou au moins lui donner l'information déjà, voilà, il va pâtir pendant potentiellement jusqu'à 1 an et demi en fait d'un surprélèvement qui va faire que sur le plan quotidien, en termes de trésorerie, ça va être très compliqué à gérer. Donc on est vraiment dans des choses qui sont très différentes de ce qu'ils ont pu connaître ailleurs et pour lesquelles il leur faut de l'information pour pouvoir s'intégrer plus facilement en tout cas et ne pas se retrouver bloqué. Il y a des problèmes très pratiques qui sont que quand on n'a pas son numéro de sécurité sociale définitif, parfois, même si on a fait la formalité fiscale d'identification, le taux défini par l'administration fiscale ne va pas remonter en paye. Donc il y a un lien entre la partie sécurité sociale et la partie fiscale et donc ça ne va pas s'appliquer, on va se retrouver toujours avec le taux neutre. Et la question de l'obtention du numéro de sécurité sociale, ça peut durer jusqu'à 8 ou 9 mois si le processus se grippe parce qu'on n'a pas donné les bons documents dès le départ. Donc on voit bien qu'il faut vraiment, si on peut, assister dans la mesure du possible les impatriés pour que les choses s'enclenchent bien dès le départ et qu'on ne se retrouve pas pendant quasiment 1 an avec des problèmes purement administratifs à gérer en fait. Merci, je pense que ceux qui nous écoutent ont parfois froid dans le dos en pensant à tous les dossiers qui sont bloqués chez eux. Mais voilà, on en voit tous, notamment, je souligne ceux des conjoints qui sont parfois encore moins épaulés que les collaborateurs. Chantal, est-ce que tu veux commenter en tant que coach ces chiffres? Bien, juste en général, je pense que si on regarde l'idée, on a parlé de ça, la France attire beaucoup. Donc, il y a une phase honeymoon, la France, c'est formidable, c'est la courbe du changement. On arrive en France et c'est magnifique, mais petit à petit, on découvre, ce que Stéphanie vient de nous dire, ça tombe un peu dans un moment de frustration et je crois que voilà, c'est peut-être des personnes, des nouveaux arrivés qui sont face à des difficultés peut-être plus aiguës, mais petit à petit, effectivement, les solutions sont là et ça prend peut-être un peu plus longtemps, mais justement, de l'aide comme ça, légale, administrative et coaching peut vraiment apporter des solutions. Ça veut dire que toi, par exemple, je regarde sur le slide suivant, mais on voit intégration dans le pays d'accueil, ce décalage. Toi qui es là depuis 20 ans et qui es coach,
Tu te sens vraiment intégrée ou est-ce que c'est impossible de s'intégrer réellement dans la société française? Je m'identifie beaucoup toujours aux personnes avec les problématiques et je les vois toujours très, très bien. Et ça me fait rire maintenant plus qu'autre chose, mais c'est vrai qu'au début, effectivement, c'est très difficile à vivre, et surtout si on est avec une famille. Il y a beaucoup de complexité, de frustration et ça prend pas mal de temps. Merci Chantal. Thomas, côté logement, ça vous surprend ce qu'on vient de voir? Pas vraiment. On est notamment sur la région parisienne. On est sur une zone très tendue, donc il est déjà très difficile pour les Parisiens de trouver un logement. Donc on imagine que pour un étranger qui soit jeune diplômé et qui vienne en famille, c'est encore un peu plus compliqué. Et donc on retrouve effectivement cet environnement assez complexe qui fait que la recherche d'un logement est assez compliquée, d'autant plus qu'il y a très peu d'offres sur des logements d'arrivée, des logements un peu intermédiaires, une sorte de premier rebond avant de trouver. Donc c'est effectivement un peu le parcours du combattant. Parcours du combattant. Donc on voit ce décalage entre l'image de la France et ce que les gens trouvent sur place, donc ce moment, comme le décrivait Chantal, là, de creux après la lune de miel. On va pas trop insister sur le constat parce que ça, vous qui nous écoutez, vous le vivez au quotidien. On va surtout s'attacher aux solutions qu'on peut trouver pour voir concrètement ce qu'on peut faire pour ces impatriés qui arrivent, pour quelques pistes pour faciliter leur intégration et des pistes un peu originales qui pourraient servir ceux qui nous écoutent. On va commencer par l'école et là j'aimerais qu'on écoute Chantal nous dire ce que peut représenter l'école française pour une famille qui arrive de l'étranger. Là, je pense que j'ai vraiment du vécu parce que moi, je suis moitié américaine française et quand j'ai arrivé en France, c'était vraiment avant enfant, je suis mariée, j'ai commencé à avoir des enfants, bien sûr dans un système international et j'étais confrontée à une situation où il y avait les deux types de manières d'enseignement dans l'école. Des anglophones et peut-être des francophones, et j'ai vu rapidement qu'il y a quelques différences. Et je pense que c'est ce que les impatriés vont vivre aussi, les démarches qui sont un peu difficiles. Et dans mon cas personnel, j'ai une de mes filles qui a vraiment préféré aller vers l'enseignement international, de International Bac, parce qu'elle se sentait plus à l'aise avec cette approche-là. Et j'ai vu que finalement, c'est pas pareil pour tous les enfants et pour toutes les familles. Donc, je crois qu'il faut vraiment avoir l'écoute à l'enfant et vraiment, idéalement, avoir l'opportunité d'avoir des programmes un peu différents pour pouvoir permettre ces familles qui ont vécu autre chose avec des enfants qui ont peut-être déjà été scolarisés, de peut-être trouver un autre système qui leur convient le mieux. Et pour ça, je me permets de citer ce guide qui est édité par Expat Communication et qu'on trouve dans le Club Expat Premium pour les impatriés qui sont abonnés par leur entreprise. Donc, guide Blossoming in France avec non seulement des infos pratiques du style où trouver un médecin qui parle anglais, mais aussi des infos beaucoup plus en profondeur sur le système de valeurs qui sous-entend la culture et notamment un bon décryptage des différents systèmes éducatifs, même si après je vous montrerai un autre outil pour aller plus loin là-dedans. Donc peut-être qu'on peut voir à l'écran ce guide Blossoming in France et on va venir surtout à vous, Jim et Martha, donc de l'Ermitage. Qu'est-ce que vous conseillez, sans parler de votre école en général, hein, mais qu'est-ce que vous conseillez pour aider une famille qui arrive en France à faire ses choix dans les systèmes? Qu'est-ce qui est difficile et qu'est-ce qui pourrait les aider? Effectivement, comme Chantal en fait le disait, ça dépend un peu du parcours de chaque enfant. Et quelque part, il faut rassurer aussi la famille qu'il y a des choix et que il faut bien comprendre les choix différents. Et effectivement, le système français peut être une pédagogie plus traditionnelle, plus focalisée sur le contenu, sur l'apprentissage. Mais il y a aussi d'autres solutions. Et j'avoue que c'est là où le système international souvent donne en fait un peu cet espoir à des familles qui soit ont beaucoup voyagé, donc il y a eu beaucoup de transitions dans la vie des enfants, soit c'est des familles qui sont tellement habituées à être dans des milieux très internationaux. Et effectivement, en arrivant dans un milieu plus mononational, ça peut faire peur. Est-ce que les enfants vont s'intégrer? Et donc, effectivement, le programme international peut offrir
un parcours qui peut être soit en anglais, soit multilingue, peut peut-être donner quelque chose qui offre une ouverture plus sur la réussite, plus positive, holistique, où chaque enfant va appartenir, en fait. Et donc, moins un système de concurrence, mais plus un système où on célèbre la différence de tous les élèves et on apprend, en fait, aux élèves de partout dans le monde vraiment avoir ces connexions, cette connaissance et cette appréciation de l'international. Donc ça, c'est un peu ce qu'il faut réfléchir en arrivant avec les familles et bien étudier, en fait, qu'est-ce qui va être mieux pour notre famille, pour nos enfants et considérer toutes les options. Et dans ce guide, je disais qu'on s'appuierait sur les guides Expat Communication, dans ce guide de la scolarité en France, qui existe en français et en anglais, on voit bien justement quelles sont les différences de pédagogie entre les deux systèmes, qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Il ne s'agit surtout pas de faire du French bashing, et le système français a aussi sa possibilité de se poursuivre à l'étranger dans un autre cursus, mais c'est pas du tout les mêmes approches, ni fondamentalement les mêmes valeurs. Pour le voir, je vous propose, on a une petite vidéo qui montre le campus de l'Ermitage. On se croirait en Angleterre, sur les fameux campus anglais. Et vous verrez qu'effectivement, c'est quand même très différent. Peut-être tout à l'heure, on a un problème technique, mais c'est pas grave. Si vous voulez. Est-ce que tu nous ferais, parce que moi c'est ça qui m'a frappé dans cette vidéo que vous ne voyez pas pour l'instant, mais qui est magique, c'est qu'on voit même des élèves qui montent à cheval. Enfin, c'est. Oui, bien sûr. Donc c'est un endroit très, oui, c'est très beau. C'est très beau, c'est donc un autre cadre. Ouais. Mais est-ce que Jim, vous seriez capable de nous dire en échange ce qu'il peut y avoir de positif dans la pédagogie française? Et quelle est la différence avec la vôtre? Oui, bien sûr. Si je peux, je vais essayer d'expliquer. La pédagogie française, c'est très traditionnel, si je peux dire que c'est très traditionnel. Il y a le prof qui est in front, non, avant. En face, ouais. Et enfin, ils suivent. Il sait avant qu'est-ce qu'il va apprendre. Il y a un curriculum qui est très très carré et c'est bien pour les enfants parce qu'enfin les enfants ils savent qu'est-ce qu'il va apprendre cette journée. C'est bien pour les deux. Mais c'est plus carré. C'est plus carré. Les enfants ils sont dans les lignes avant le prof. La IB c'est beaucoup plus fluide. Et avant chaque classe, le prof, il sait qu'il va, je sais pas, il va apprendre ses histoires, il va apprendre une révolution. Mais il sait pas avant la classe que ça va être la révolution française et la révolution russe. C'est plus une discussion, souvent avec l'IB. Et la chose qui est très importante, c'est que chaque style d'éducation, c'est bien pour, c'est bien pour un côté il y a des enfants qui aiment beaucoup mieux le système français et il y a des autres qui aiment beaucoup mieux le système IB et c'est vraiment une question de choix. Et pour nous à Hermitage, on fait les deux. On a les écoles section français qui suivent le curriculum français et bien sûr on a l'école de matin, l'école IB. Et on trouve que les deux systèmes d'éducation, ils peuvent mélanger un peu aussi. On a des profs qui travaillent dans les deux. Mais c'est vraiment une question de choix. Et pour les relocation agents, quand ils sont en train de conseiller les gens vont venir en France, il faut vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui va être la meilleure solution pour leur enfant. Il n'y a pas une qui est mieux que l'autre. Et là, quand vous, Jim, vous employez le mot d'éducation fluide, j'ai senti, moi, mon cœur de mère française faire... Et j'ai entendu Chantal à côté qui, elle, au contraire, se détendait. En disant, bah voilà, c'est ça l'éducation. Et pour vous qui nous écoutez, je pense que c'est ça qui est important, c'est de savoir que selon les populations que vous accueillerez, ce sont des valeurs presque non négociables de ce qui nous semble être le bonheur pour notre enfant. Et que vous, ça vous aurait peut-être l'impression, comme moi, que le système français a formé des centaines de millions d'élèves brillamment, mais que c'est vraiment des valeurs très différentes du système IB
auxquelles sont peut-être très attachées les populations que vous accueillez. Et ça, c'est ces facteurs culturels dont on va reparler ensuite. Avant, j'aimerais qu'on parle logement. On n'a pas parlé logement parce que finalement, alors ça, c'est le fameux dilemme de l'œuf et de la poule. Est-ce qu'il faut d'abord trouver le logement ou l'école et le logement? Ça dépend si on va dans le public ou dans le privé. Mais là, on va parler logement. Et je vais déjà demander à Chantal. Chantal, qu'est-ce qui surprend le plus les impatriés que tu rencontres quand ils doivent se loger en France? Je pense que ça dépend l'impatrié, parce que quelques-uns vont trouver que l'offre et l'espace est formidable par rapport à ce qu'ils ont peut-être vu auparavant chez eux. À Singapour ou à Tokyo. Mais ça dépend qui, parce que je sais que pour les Américains, par exemple, qui ont l'habitude d'avoir peut-être, ils ont une famille nombreuse, un chien, un chat, ils vont dire un appartement à Paris. Impossible. Et moi, j'ai toujours eu cette remarque quand je rentrais aux États-Unis, Noël. Comment ça se fait? Comment tu fais pour vivre dans un appartement dans le 8e? Et ils pouvaient même pas imaginer que j'ai choisi un appartement avec des enfants. Et c'est juste culturel. Et je crois qu'effectivement, pour les impatriés, ça peut être source de frustration dans la courbe de changement de ne pas trouver un logement comme je l'imagine. Je pense qu'ils ont besoin d'avoir un peu plus d'écoute, d'aide pour essayer de vraiment bien cerner leurs besoins. Il y a des autres qui vont peut-être trouver ça formidable d'avoir des enfants plus âgés, des ados, avec un ticket métro qui sont totalement libres, ils vont adorer. Mais peut-être, ça dépend vraiment d'où ils viennent et les attentes. Donc, il y a un gros travail de exactement. Communication. Et ça, qu'est-ce que vous en dites, Thomas? Comment vous aidez les impatriés là-dedans? Alors nous, on a une approche pour la gestion des impatriés qui est bien à nous. C'est de dire que il est possible en France pour un impatrié d'acheter son logement. Donc finalement, il y a peut-être une possibilité pour l'entreprise et l'impatrié de régler ce problème en l'accompagnant sur une accession à la propriété, parce que quand vous êtes en location, pour un certain nombre de cultures, vous jetez quand même l'argent par les fenêtres, donc vous êtes là 3 ans, 5 ans ou plus, et donc finalement, il y a un certain nombre de pays européens et d'entreprises qui vont plutôt dire, ok, on va plus vous guider, vous mettre en relation avec des professionnels qui vont vous aider à l'accession à la propriété. Et en France, on a la chance d'avoir la possibilité pour un impatrié de devenir propriétaire. Et donc, pourquoi pas opter pour cette solution qui va régler ce problème du logement et apporter un certain nombre d'effets tangibles sur le bien-être et le fait de se sentir à l'aise et enfin de poser ses valises. Alors, avant d'en venir aux aspects positifs, parce que j'en vois clairement, là, la française en moi se raidit en disant mais ça va être terriblement compliqué administrativement, et quid de cette aide de l'entreprise qui paye le loyer? Comment est-ce qu'elle peut la convertir pour une entreprise, pour quelqu'un qui achète? Effectivement, mais je pense que là, il faut aussi évoluer. Alors, tout le monde, malheureusement, n'est pas éligible au package housing, etc. Donc, on parle plus des local plus ou des gens qui viennent avec un contrat local. On a des jeunes, on a de plus en plus de jeunes étrangers qui ont fait leurs études en France et qui sont directement recrutés par des grands groupes français. Ces jeunes-là, bien souvent, ne bénéficient pas forcément du package. Donc, eux ont quand même beaucoup de difficultés au départ pour se loger. Et puis, sur des expatriés qui viendraient, ils viennent, ils se posent, mais beaucoup d'entre nous l'ont vécu. Quand on est en location, il y a certainement des choses qui ne sont pas parfaites. Et l'opportunité de pouvoir acheter un bien en France ou peut-être à Paris, c'est quand même quelque chose. Et donc, pourquoi pas utiliser ce levier pour finalement créer du bonheur, créer une sorte de passion et finalement, toute cette négativité ou difficulté rattachée au logement est poussée dans un coin et on n'y voit que le positif. Et là, je customise mon appartement j'y apporte les modifications en fonction de ma culture, etc. Si je peux ajouter juste une chose, c'est que ça fait longtemps que je suis propriétaire d'une maison en France, c'est dans la Sud, mais enfin, c'est presque plus facile d'acheter une maison en France que toute l'administration de louer. Je trouvais ça c'est intéressant. Je trouvais plus difficile cette fois de louer une maison à Paris, d'acheter une maison dans la Sud. C'est quelques années qu'on a.
Voilà, donc j'avais dit des solutions un peu disruptives. Moi, l'achat pour les impatriés, j'avais pas pensé. Et c'est effectivement une solution qui a des avantages. Et c'est peu commun en France, mais il y a un certain nombre de pays en Europe, en Allemagne, en Hollande, où les groupes poussent plus dans cette direction, ce qui permet pour l'entreprise finalement de libérer un peu ce sujet qui est, je ne vais pas dire encombrant, mais qui occupe beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'espace, qui est assez onéreux. Et donc finalement, c'est une autre politique que de dire, voilà, on va plutôt essayer d'orienter nos impats et nos expats sur ce domaine-là, de manière à se libérer de ce sujet. Et c'est une manière de redistribuer notre temps, notre énergie différemment. Voilà, donc c'est intéressant, mais on n'est pas forcément pensé. Ce à quoi on pense, forcément, c'est les problèmes administratifs. Du visa à la fameuse petite carte verte, qui n'est pas la carte des Américains, qui est la carte vitale, c'est difficile ou parfois si simple, mais quand c'est mal enclenché, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on peut aider concrètement les impatriés, Stéphanie? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que l'information, ça reste la base. Donc il faut, dans la mesure du possible, anticiper l'arrivée des impatriés. Alors que ce soit des salariés en mobilité intragroupe ou que ce soit des embauches directes depuis l'étranger en France, ce sont des éléments dont ils vont avoir besoin. Donc il faut leur donner une petite checklist à l'arrivée. Et vous nous avez préparé une checklist. Alors celle-ci, elle est très fiscale, mais c'est vrai que sur la partie sécurité sociale, c'est un petit peu la même chose. Il faut leur donner un petit guide de la façon dont il faut préparer sa documentation pour pouvoir déposer sa demande de numéro de sécurité sociale et de sa demande de carte vitale, et dans la mesure du possible, les assister, parce qu'on disait tout à l'heure que c'est quand même un petit peu compliqué, qu'il y a la barrière de la langue, qu'il y a des documents à traduire de façon assermentée, etc. C'est vrai que fiscalement, on a des sujets qui sont nouveaux depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source, qui font que, même si c'était déjà un peu le cas avant, on est obligé aujourd'hui de clairement déterminer la résidence fiscale des personnes qui arrivent pour travailler en France et pour s'installer en France. Donc ça veut dire qu'il faut leur poser un certain nombre de questions sur leur situation familiale, sur la façon dont ça va se passer. Est-ce qu'effectivement la famille va venir s'installer en France, les enfants vont venir être scolarisés en France, c'est un élément très important dans la détermination de la résidence fiscale, et ça va tout changer puisqu'on ne traite pas fiscalement de la même façon une personne qui est résidente et une personne qui est non résidente. Donc c'est un petit peu la base, en tout cas pour un service RH ou mobilité qui prépare l'arrivée d'un impatrié en France. Donc ça, c'est le premier point. Donc on a vu si la personne transfère sa résidence fiscale en France, effectivement, il faut, dans la mesure du possible, faire ce qu'on appelle une demande d'identification. Vous savez, on a tous un numéro fiscal qui est en fait l'équivalent du numéro de sécurité sociale, mais pour l'administration fiscale, et qui nous permet aussi d'ouvrir un espace en ligne sur impôts.gouv, qui est maintenant le site sur lequel on peut retrouver toutes les informations des résidents fiscaux français. Et donc ça, c'est vraiment les choses à faire à la base, quand on a quelqu'un qui arrive en France, c'est lui donner l'information pour faire ces formalités et si possible également l'assister, parce que c'est pareil, la demande d'identification, c'est un petit peu comme une déclaration de revenus, mais par anticipation, qui est un peu simplifiée. Alors déjà, c'est pas forcément très simple une déclaration de revenus. La version simplifiée, il y a moins de cases à remplir, il y a moins d'éléments à donner, mais ça reste quelque chose de pas forcément évident pour quelqu'un qui n'est pas du tout habitué au système fiscal français. Ça peut être en anglais? C'est pas, les formulaires sont pas en anglais, donc ça veut dire que voilà, tout est en français. Le site. Il y a une centaine de boîtes. Voilà, le site impôts.gouv est en français, tout est en français, donc effectivement, ça fait partie des choses sur lesquelles c'est bien d'avoir au moins de l'information et encore plus, si possible, une assistance. Et il y a un deuxième point qui est que, on parlait tout à l'heure de l'attractivité de la France sur le plan fiscal, on a un régime qui s'appelle le régime des impatriés de l'article 155B, qui est quand même un très bon régime. Quand on le compare avec les régimes des impatriés qui sont applicables dans d'autres pays d'Europe, par exemple, ça reste un régime très compétitif, à la fois par sa durée d'application, par la façon dont les bénéfices qu'il apporte. Et c'est vrai qu'il n'est pas suffisamment connu. En tout cas, nous, c'est un peu l'impression qu'on a. Et on continue à faire de la pédagogie aussi dans les entreprises pour qu'elles soient vraiment en mesure de déterminer, alors évidemment sans prendre trop d'engagement, mais en tout cas d'aider les impatriés à déterminer s'ils sont susceptibles de bénéficier de ce régime. Donc les conditions à remplir pour en bénéficier, c'est qu'il ne faut pas avoir été domicilié fiscalement en France au cours des 5 années civiles qui précèdent l'arrivée et la prise de fonction en France. Ça veut dire qu'en fait, c'est possible pour des gens qui sont partis depuis assez longtemps
et qui reviennent en France. Donc, il n'y a pas de problématique de nationalité. Ça peut aussi être pour des Français qui reviennent après avoir passé un certain temps à l'étranger. Il faut transférer sa résidence fiscale en France. On en parlait tout à l'heure. On ne peut pas en bénéficier si on est non résident, c'est-à-dire on est un résident d'un autre pays. Et ensuite, le dernier point, c'est qu'il faut exercer son activité professionnelle dans une entreprise située en France. Donc, typiquement, un télétravailleur qui viendrait en France ne pourrait pas en bénéficier. Mais pour tous les autres cas où effectivement on vient travailler soit, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre d'une mobilité internationale ou parce qu'on a été embauché depuis l'étranger pour une société française, normalement ce régime est susceptible de s'appliquer lorsqu'on remplit ces conditions. Et donc le bénéfice du régime, c'est qu'on a une exonération d'impôt sur le revenu sur ce qu'on appelle d'une part la prime d'impatriation. Alors tout à l'heure, vous parliez du package des expatriés ou des impatriés, à savoir la prise en charge du logement, la prise en charge des frais de scolarité, il peut y avoir une prime de différentiel du coût de la vie, il peut y avoir plein de choses. Donc ça, c'est quand on est en mobilité internationale, on peut avoir un package, suivant la politique du groupe. Et parfois, on n'a pas de package, parce que soit la société n'a pas mis en place de package, soit on est justement embauché directement depuis l'étranger. Et là, le régime vous permet d'évaluer forfaitairement la prime d'impatriation qui pourrait être exonérée d'impôt sur le revenu, jusqu'à 30% de la rémunération imposable. Alors, il y a une règle anti-abus, parce que sinon, tout le monde aurait 30% d'exonération, qui est que une fois qu'on a déduit la prime qui est considérée comme étant exonérée, on doit être au même niveau d'imposition qu'un salarié français de l'entreprise qui exerce des fonctions similaires. Et donc voilà, l'idée c'est que tout impatrié, en théorie, a une rémunération un peu supérieure à un salarié français exerçant les mêmes fonctions, parce que justement l'entreprise veut rémunérer l'effort qui consiste à venir s'installer en France par rapport à quelqu'un qui est déjà là et qui est résident fiscal français. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est quand on a une activité internationale, bien qu'on vienne s'installer en France, mais on doit se déplacer pour son activité professionnelle hors de France. Toute la rémunération qui correspond au jour travaillé à l'étranger est également exonérée d'impôt sur le revenu. Donc on a des plafonds, mais par exemple, l'un des plafonds les plus facilement applicables, c'est que l'exonération totale ne doit pas dépasser 50% de la rémunération totale, ce qui reste quand même très intéressant. Donc ce régime-là, il s'applique pendant 8 ans à compter de l'arrivée de la personne en France, sous réserve de rester dans la même société. Donc c'est aussi un outil de rétention. Donc c'est un outil d'attractivité pour les entreprises qui arrivent à manier ce régime et à vraiment informer leurs salariés sur le sujet, et un outil de rétention parce que quand ils quittent l'entreprise, ils perdent le bénéfice du régime. Donc évidemment, c'est plus intéressant de rester dans son entreprise, évidemment si on est heureux, mais voilà. Et merci beaucoup pour ce point, et voilà, et vous mettez vraiment merci de faire cette jolie transition, si on est heureux. Et donc maintenant qu'on a vu les aspects logement, école, on a notre numéro d'identification fiscale et une carte vitale. Ce qu'il va falloir, c'est se sentir bien. Et première question pour Chantal, il faut que chacun dans la famille se sente bien. On entend souvent dire chez Expat Communication, on est un peu jugé parti, là je l'avoue, que c'est compliqué pour les conjoints. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile pour des conjoints de trouver du travail en France? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Je pense que souvent, ils se lancent sur le projet de venir en France, lâchant pas mal de choses qu'ils ont peut-être dans le pays d'origine. Le travail, ils vont démissionner et ils partent sans avoir vraiment préparé le projet. Et je pense que c'est peut-être ça la difficulté. Ils n'ont pas un projet clair. Ils peuvent laisser quelques mois peut-être pour réfléchir, mais on voit bien que toute l'attention est sur l'impatrié. Et les conjoints sont peut-être un peu en train de dire qu'est-ce que je vais faire, et c'est une situation qui dure longtemps. Donc souvent avec Expat Communication, nous on fait des coachings spécifiques pour les conjointes, et ce sont des executive coaching sessions où vraiment on fait un travail comme executive coaching avec travail sur la personne, ses objectifs, ses souhaits, on travaille sur les forces, les faiblesses, on regarde vraiment tout. Et puis, à la fin, le travail est très intéressant parce qu'on les donne des éléments, des options. Eux-mêmes, ils vont trouver des options, des réactions intéressantes à étudier. On aide à trouver un action plan. Et c'est vraiment un executive coaching, comme par définition. Et c'est vraiment un service aussi pointu parce qu'on parle des difficultés que nous, on connaît sur la France. On donne certains outils sur la France, quelques éléments,
dépenses bêtes, des choses assez rigolotes. Et on peut aussi avoir des témoins, des autres personnes qui peuvent ajouter des véritables expériences. Et c'est vraiment une grande richesse. Et je pense qu'on leur donne plein d'éléments qui les donnent la confiance d'y aller. Et la fin de ce sentiment de solitude et d'échec. Exactement. Parce que si on vient aux États-Unis, on est facilement embauché et facilement licencié. Oui. En France, on ne sera pas facilement licencié, mais c'est quand même pas facile d'être embauché quand on arrive avec une différence. Mais l'intégration, ça peut être l'intégration professionnelle. Et donc, voilà, il faut outiller les conjoints. Mais c'est aussi l'intégration familiale. Et là, je reviens vers Jim et Martha. L'avantage des écoles internationales comme les vôtres, à la grande différence de l'école française, c'est que c'est aussi une école pour les parents. Oui, il y a deux réponses. Le premier, c'est que les écoles internationales, c'est quelque chose de consistant. Si les familles sont voyagées partout dans le monde, une école internationale, c'est à peu près pareil partout dans le monde. Et c'est une communauté c'est une communauté qui est déjà formée. Alors il peut voyager dans le monde et il trouvera à peu près une communauté à peu près pareille où ils ont parti. Alors sans essayer, les gens ils arrivent et il y a une communauté déjà qui le recueille. Et tout de suite ils sont pas solitude. Ouais. Et parce qu'enfin il y a des gens comme eux. Ils sont dans une communauté d'expats qui sont ensemble et il y a un autre côté que je passe à Martha qui est le côté scolastique aussi, mais ça c'est plutôt le IB qui essaye d'intégrer les familles dans l'école. Oui, effectivement, l'école peut être un facteur de réussite ou d'échec. Et tant que les enfants ne sont pas intégrés, n'ont pas fait des amis, ne se sentent pas bien dans leur environnement social, n'arrivent pas à parler la langue, par exemple, toute la famille va ressentir ça et effectivement le conjoint surtout. Et d'où l'importance effectivement de bien réfléchir à l'école, de préparer ça et de trouver un milieu où toute la famille va se retrouver. Et c'est là où, pour l'aspect des conjoints, pour toute la famille, effectivement, dans ces écoles internationales, on retrouve des activités et un rôle que les parents jouent dans les écoles. Donc, dans les programmes, souvent, on intègre les parents dans les programmes scolaires. Ils ont une voix aussi à porter sur ce que les enfants apprennent. On les invite à parler devant les élèves. Les parents peuvent faire partie à certains projets. Et effectivement, ça crée des liens culturels, des opportunités pour les familles. Et ça crée toute une communauté autour de l'école. Et là, c'est là qu'on est face à un vrai choix. On est dans une intégration communautaire d'expatriés, qui n'est pas forcément une intégration totalement française dans le milieu français, mais qui est déjà une intégration dans laquelle on peut se sentir bien. Donc on voit bien qu'il y a un choix entre plusieurs possibilités. On va avancer parce qu'on l'heure file et on était très très bon au début pour tenir notre timing. Là on va essayer de continuer. Et en voyant, donc on a vu là l'intégration du conjoint, de la famille. Peut-être on peut parler, Stéphanie, est-ce qu'on peut parler d'intégration administrative, c'est-à-dire passer de juste, au début on est submergé par cette complexité à il y a une logique dans ce système français. Est-ce qu'on peut arriver à la transmettre à des impatriés? Oui, je pense qu'on peut arriver à la transmettre. Il faut vraiment communiquer, en fait. Quand on est dans une entreprise, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner, même si je sais que c'est pas toujours très facile et que on sait que les responsables RH ont beaucoup de choses, notamment quand ils n'ont pas une équipe dédiée à la mobilité. Mais c'est vrai qu'il faut donner de la communication pour pas que les salariés se sentent seuls face à justement toutes ces démarches administratives. Donc, leur donner des informations et puis, si possible, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, une assistance, notamment sur la partie là, on est en plein, par exemple, dans la préparation des déclarations de revenus. Donc, c'est vraiment l'actualité pour les fiscalistes. Et je pense que la première année de préparation d'une déclaration d'un impatrié est
probablement assez stressante lorsque on n'a pas l'assistance pour le faire. Donc c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont très importantes pour que quelqu'un se sente bien. Je pense que la partie administrative, qui d'ailleurs parfois est gérée par les conjoints, donc je pense que ça arrive assez régulièrement que nous on est dans les entretiens d'arrivée par exemple, ou les entretiens sur les déclarations qu'on fait pour les entreprises, on est les conjoints qui participent, parce que ça fait partie probablement de la charge du conjoint qui, lui, doit assister à un certain nombre de sujets, alors que le salarié qui arrive, il a un nouveau projet, il est très intéressant, ce projet, et donc il est justement dans la honeymoon, et le conjoint gère un petit peu toute cette partie administrative. Donc c'est aussi un travail à deux, quelque part, parfois, hein, pas dans toutes les familles, évidemment, mais en tout cas, on peut le faire comme ça, on peut clairement faire participer le conjoint, parce que c'est lui qui, in fine, va s'occuper de tous ces sujets-là. Et donc, ça dédramatise un petit peu, et puis ça permet l'intégration. Et voilà, et ça permet l'intégration, c'est un des facteurs. Maintenant, je reviens vers Chantal, il n'y a quand même pas que comprendre dans les impôts notre système de répartition et le système de sécu à la française qui va faire la culture française. Je pense à tous ces collaborateurs, notamment sur le lieu de travail, qui sont étonnés par ce qu'on n'entend plus typiquement, hein, le déjeuner à la française, le chef qui regarde jamais ce qu'ils ont fait et qui donne pas des jalons clairs, les réunions qui se terminent sans ordre, sans compte rendu immédiat. Et pourtant, là encore, pas de French bashing, hein. La France marche bien comme ça, mais ça peut être très déroutant pour des impatriés. Qu'est-ce qui les surprend le plus et comment est-ce qu'on peut les aider à pas perdre trop de temps en intégration? Pour nous, je pense que la chose qu'on fait souvent, c'est les intercultural coaching, une journée entière avec la famille, avec le couple, avec souvent les enfants. Et ce qui est intéressant, on commence toujours avec quelque chose aussi simple que première rencontre. Et c'est là où on voit une grande différence entre France et les autres pays. Et la première rencontre, ça peut être différent avec tous les pays, il y a toujours des façons différentes. Donc c'est pas que la France et c'est pas que les autres pays, mais on peut dire qu'il y a peut-être deux grandes façons d'être un peu plus difficile d'accès. On va appeler ça une approche où la personne est plus comme noix de coco, où c'est quand même une coquille dure à creuser. Ou super sympa, gentil, les Français vont dire artificiellement gentil, on parle des Américains par exemple, le pêche, tout de suite, oh, so nice, wonderful, amazing. C'est les choses qui sont dès la première rencontre déstabilisantes, parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre vraiment. Et ça, c'est quelque chose, on travaille sur ça, on explique un peu pourquoi et comment ça se passe. Chaque culture fait ce qu'ils pensent le mieux pour de premier contact. Et en réalité, c'est des façons complètement différentes à interagir. Donc, on commence comme ça et après ça, on parle de communication. Et si c'est une journée entière, on va vraiment avoir une partie sur le problématique ou les problématiques de la personne, d'où elle vient, quelle sera l'équipe, quels seront les enjeux, quelles seront les problématiques, quel est le rôle, quels sont les objectifs, de vraiment répondre de façon vraiment stratégique avec de l'aide, parce que c'est du coaching, donc on ne donne pas les réponses, mais eux, ils réfléchissent beaucoup, travaillent beaucoup. Et souvent, ce qui est vraiment génial, c'est que s'il y a le conjoint ou la conjointe, cette personne travaille aussi et aide à trouver des solutions. Et à la fin de la journée, je trouve que c'est enrichissant parce que on a eu beaucoup de contenu de tout le monde pour avoir encore la confiance pour pouvoir aller au bureau le lendemain et aller faire les démarches administratives en France avec un peu plus de sérénité. Et ça permet une intégration. Puis là, on voit qu'on a fait toute notre pyramide de Maslow petit à petit. Merci beaucoup pour toutes ces informations. J'ai encore 2 questions à vous poser. La première, c'est si vous aviez un conseil à donner. Alors, je sais qu'on parle aux entreprises qui accueillent des impats, mais déjà vis-à-vis de ces impatriés, si jamais il y avait une chose qu'il fallait qu'elles retiennent, quel serait votre conseil magique? Chacun pour les impatriés, puis après on verra pour les entreprises qui accueillent des impatriés. Commence tôt. Commence tôt, c'est-à-dire 6h du matin. Non, ça veut dire, excusez-moi, c'est une question de français, de langue. Commence le processus tôt. Il y avait des choses que je pouvais faire avant j'avais arrivé en France.
Et maintenant, je suis en train de faire mon boulot. Les enfants sont là. On a tous les problèmes qu'on a d'aménager dans un nouveau pays. Et en plus, j'ai toutes les choses administratives il y avait beaucoup de choses que je pouvais faire avant. Alors, pour les entreprises, pour les relocation agents, 6 mois, si c'est possible, bien sûr, il faut que c'est possible. Mais 3 mois avant, il y a plein de choses qu'on peut faire avant les gens, ils arrivent en France. Merci, Jim. Voilà. L'importance de vraiment de penser à tous les membres de la famille, de laisser aussi certains choix aux enfants, de les intégrer dans le processus, parce qu'effectivement, si toute la famille est intégrée, le reste va se passer plus facilement. Une deuxième parole d'or. Merci, Stéphanie. Même je vais rejoindre Jim parce que l'anticipation, de mon côté, c'est aussi clé en fait. Donc, se poser en amont toutes les questions qu'on peut avoir et ensuite effectivement discuter avec les entreprises pour obtenir un maximum d'informations, c'est très important. Donc, il faut vraiment faire sa checklist des questions et sur le plan administratif, fiscal, sécu, etc. De façon à ne pas avoir de mauvaises surprises en arrivant et à avoir dans la mesure du possible les réponses, parce que aussi on le verra du côté entreprise, mais tout le monde se pose pas les mêmes questions. Donc je pense que pour chaque personne c'est très important de le faire. Merci beaucoup. Et là on voit le guide Blossoming in France qui reprend, qui a des bonnes checklists dans lesquelles on revoit tout ça. Chantal, le conseil pour les impatriés? Pour moi, c'est quelque chose de très simple. Se détendre et inviter tout le monde à déjeuner. Je pense que c'est un grand truc que les gens qui n'arrivent pas osent pas parce qu'ils disent « Oh, il faut que je travaille à mon bureau avec mon sandwich et tout. » Donc, il faudrait vraiment... Au bureau? Oui! Il faut qu'ils aillent demander tout le monde. Je parle pas des problèmes administratifs, le logement, l'école, ça c'est déjà réglé, mais vraiment au bureau, de vraiment prendre le temps et vraiment développer cette relation avec en haut, les peers, les équipes. Je crois que c'est vraiment un conseil vraiment important. On oublie son sandwich et on va profiter du restaurant d'entreprise. Absolument. C'est culturellement déjà une grosse... Un bon conseil. Ouais. C'est un bon conseil, ouais, il faut le faire. Et Thomas? Eh bien, écoutez, moi, ça serait pour reprendre un peu l'ensemble des éléments, je pense qu'il faut pas hésiter à se faire accompagner. Il faut pas hésiter à trouver des gens, des coachs et des prestataires autour de vous qui peuvent vous aider sur l'école, sur l'intégration, sur le logement. Je pense que quand on change de pays, c'est quand même un cap très important. Donc, il faut vraiment pas hésiter à solliciter les gens autour de soi pour se faire accompagner. C'est un peu la même logique qu'une entreprise. Hein. Une entreprise, quand elle s'aventure sur un nouveau marché, elle y va pas le fusil à l'épaule, elle se fait accompagner, etc., etc. Et donc, c'est un peu cette même démarche. Cette attitude d'humilité face à la nouveauté qui est finalement le meilleur des passeports. Oui, peut-être, il faut y aller avec ambition, mais il faut, je pense, se faire accompagner, c'est toujours l'expérience sera plus agréable, je pense. Merci beaucoup. Et après, on va finir, donc, comme je l'ai dit, avec un conseil pour les entreprises. Mais avant de regarder le conseil, enfin, d'entendre votre conseil à vous, on a la chance d'avoir un témoignage d'Alexis Boudier, que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, puisqu'il est responsable de la mobilité internationale d'Arkema. Et il va nous dire ses conseils à lui. Alors, on regarde cette vidéo d'Alexis Boudier. Je pense que la réponse dépendra forcément de chaque groupe. Nous, dans notre cas, on est environ 21 000 salariés dans le monde et 8 000 en France, ce qui signifie que l'empreinte à l'étranger est assez importante. Et dans ce cadre-là, les impatriés, on va souvent les accueillir principalement dans un cadre de parcours de formation. Ce sont de futurs cadres supérieurs de l'entreprise qui viennent d'autres pays et d'autres filiales de l'entreprise qu'on va accueillir un temps en France pour occuper quelques postes clés qui vont ensuite leur permettre de revenir dans leur pays, dans leur filiale d'origine et de poursuivre avec des postes à responsabilité. On va dire que c'est la principale source. Et la deuxième, c'est des compétences clés dont on aurait besoin qui se situent dans certaines filiales. Et de la même manière qu'il peut y avoir des transferts dans l'autre sens, dans ce cas-là, on va avoir des talents qui vont venir d'autres filiales en France occuper là aussi des postes clés.
Les difficultés sont celles pour tout transfert d'un pays à l'autre, hein, tout passage à l'étranger, je dirais. La première cause d'inquiétude, c'est souvent de stress, c'est souvent les enfants et la famille, avec notamment un point focal sur la scolarité, ce qui est une offre très très variée en France, mais qui parfois dans laquelle il est difficile de naviguer pour eux. Et ensuite, dans les préoccupations, on va être surtout sur des préoccupations effectivement matérielles d'installation, le logement, les démarches administratives qui peuvent être un peu déroutantes en France, et bien sûr, en contexte général, la barrière de la langue, puisque quelle que soit la région d'arrivée en France, le fait de parler français devient toujours nécessaire à un moment donné dans les différentes démarches qu'ils ont à faire. Aujourd'hui, il y a 2 axes principaux. En matière interculturelle, le passage par une formation interculturelle en début d'expatriation et d'impatriation est un passage obligé, c'est-à-dire que c'est proposé à l'impatrié systématiquement. Et en fonction de ses affinités, il va choisir ou non d'y avoir recours. Et pour ce qui est de l'accompagnement au conjoint, c'est un point important de la stratégie d'expatriation et d'impatriation d'Arkema, c'est de favoriser les projets en famille. Et dans ce cadre-là, il y a un support qui est fourni sous la forme de prise en charge d'outplacement, voire de remboursement de formation. Ceci ne remplaçant pas tout de même le fait que la famille doit être aussi acteur de ce mouvement-là. Et en tant qu'entreprise, on va, pour la famille, fournir des moyens, mais évidemment, le résultat va dépendre de beaucoup de facteurs. Et c'est pas toujours facile de s'insérer en tant qu'impatrié, en tant que famille d'impatriés sur le marché du travail en France. Je dirais que si je devais retenir un mot principal, ce serait le mot de communication. Dans toute entreprise, je pense que les impatriés ont besoin d'un point de contact central qui les accompagne et qui investissent du temps pour les accompagner. Ça va vraiment être clé dans leur expérience. Qui dit point de contact central dit que cette tâche est forcément assez lourde pour la personne qui accompagne l'impatrié. Et le conseil que je donnerais vraiment, c'est de mettre l'accent sur la communication auprès des managers, auprès des collègues de la personne, suivant la taille de la structure, auprès des autres personnes des services RH, pour que chacun prenne conscience de l'environnement et des difficultés que représente une impatriation par rapport à une embauche classique, et ainsi être capable de faire de faire point d'entrée unique des préoccupations de l'impatrié, mais ensuite de pouvoir s'appuyer sur les ressources et les forces de toute l'entreprise pour l'accompagner. Et de la sorte, c'est à la fois il aura à la fois un point de contact unique, donc c'est le problème d'une seule personne, et en même temps c'est le problème de toute l'entreprise. Et pour que ça marche, la communication est assez essentielle. C'est le problème d'une seule personne et c'est le problème de toute l'entreprise. J'aime beaucoup cette remarque d'Alexis Boudier sur l'intégration des impatriés. Et vous tous qui êtes ici, quels sont vos conseils donc pour ceux qui nous écoutent, pour les entreprises et non plus pour les impatriés? Et puis à la fin de cette séquence, on pourra voir la vidéo sur l'Ermitage qui nous fait rêver. Mais déjà, on va changer d'ordre pour cette fois-ci. Commencer par Stéphanie, et puis on tournera pour savoir, vous Stéphanie, quelle est la chose qui vous semble importante pour les entreprises qui accueillent des impatriés? Moi, je vais reprendre les mots d'Alexis, puisqu'en fait, la communication, ça paraît vraiment, je l'ai déjà dit, mais ça paraît indispensable pour que les impatriés ne se sentent pas seuls et se sentent pas isolés par rapport à justement toutes ces nouveautés auxquelles ils doivent faire face en arrivant en France. Donc, il y a cette communication et aussi, j'irai un petit peu plus loin en disant que, mais ça c'est sur ma partie fiscale, comme je disais tout à l'heure, le régime des impatriés, ça reste vraiment un outil formidable d'attractivité des talents et qu'il faut, dans la mesure du possible, que les entreprises maîtrisent ce régime pour pouvoir travailler justement sur les talents qu'ils veulent recruter et faire venir un maximum de personnes depuis l'étranger lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver en France la personne pour le poste en question. Et donc une fois qu'ils maîtrisent ces régimes-là, ils ont en fait des outils complémentaires pour vraiment faire en sorte que tout se passe bien aussi lorsque les impatriés sont arrivés. Donc ça reste des notions fiscales qui sont pas forcément toujours évidentes, surtout quand on est dans un département RH où on a beaucoup d'autres choses à gérer. Et donc là aussi, je serais d'accord sur le point qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. On peut accompagner beaucoup
ou sur des tout petits sujets. Et on voit vos coordonnées qui s'affichent à l'écran. Et voilà. Merci beaucoup Stéphanie. On en vient à l'Ermitage. Jim et Martha, votre conseil pour les entreprises? Bon, comme on l'a vu, effectivement, l'école est clé. Et le choix des familles est aussi essentiel et peut tellement affecter cette expérience. Mais en tant que boîte, n'hésitez pas vraiment à prendre contact vous-même avec les écoles, d'avoir une personne avec qui vous pouvez passer les questions. Moi, je conseillerais même de venir vous-même visiter. On va vraiment vous accueillir à l'Ermitage ou je suis sûre dans d'autres écoles aussi. Parce qu'effectivement, quand vous allez accompagner vos clients, quand vous allez prendre leur feedback, vous allez mieux les comprendre. Et vous allez pouvoir vraiment les diriger à faire les choix qui sont bien pour eux. Donc, on vous accueille aussi. Merci. Merci Martha. Je veux dire que les départements RH et les personnes qui s'occupent avec les relocations, pour les familles qui viennent installer en France, vous êtes les personnes, le département le plus important pour eux. Et jusqu'à le moment qu'ils sont bien installés en France, alors si un département RH, il oublie quelque chose, il n'y aura pas autre personne qui va rappeler. Alors, c'est juste pour dire que c'est un département très, très important qui est bien oublié des fois par les entreprises. Mais pour les expats, c'est vraiment le département le plus important. Un petit coup de pression pour ceux qui nous écoutent. Vous êtes les plus importants. Si vous oubliez quelque chose, tant pis pour les impacts. Mais voilà, ça montre bien ce rôle central que soulignait aussi Alexis Boudier. Thomas? Eh bien, écoutez, nous, en ce qui nous concerne, on a pris le parti que pour améliorer l'intégration, le bien-être, on pense que l'accession à la propriété est une option que l'entreprise peut mettre en avant. L'entreprise n'a pas besoin d'être impliquée, elle n'a aucun rôle, c'est simplement une action de mise en relation avec un partenaire de confiance. Et on pense que pour un impatrié, enfin, ça peut augmenter l'attractivité, ça peut permettre d'augmenter la rétention d'un salarié, d'un talent, parce que finalement, il a posé ses valises, il s'est posé, il est confortable. Et puis, quand on accède à la propriété, on commence à parler avec ses voisins, on a toujours des choses à régler, etc. Et donc, on rentre dans ce tissu social avec finalement beaucoup moins d'appréhension et de barrières, et finalement, on vit la vie locale. Et donc, c'est une autre expérience que de rester locataire en passant d'un appartement à l'autre, si on peut dire. Merci beaucoup, Thomas, pour cette approche novatrice. Et Chantal? Je retiens que l'accompagnement est important pour l'école, le logement. Et puis, je crois aussi pour le coaching interculturel peut vraiment aider à l'intégration. Il ne faut pas négliger la difficulté que c'est pour le professionnel et le conjoint de vraiment se trouver confortable en France. Et l'interculturel et passer du temps pour vraiment réfléchir aux enjeux peut vraiment aider. Et pour les sociétés, ça peut aussi rendre la situation plus agréable pour tout le monde, plus efficace pour l'impatrié et aussi pour toute sa famille. Et si toute la famille est contente et sereine, je crois que c'est une situation de réussite et c'est bien pour tout le monde. Merci beaucoup à tous pour cette expertise. Merci beaucoup à tous qui nous avez écoutés et n'hésitez pas à poser, donc vous avez les contacts des participants, donc vous pouvez leur poser des questions en direct. On vous souhaite tout le meilleur avec vos impatriés, en leur souhaitant un séjour fécond en France et le plus harmonieux possible avec vos services. Et on finit avec ces images de l'Ermitage, parce qu'ils ne sont pas passés tout à l'heure et qui nous font rêver que ça aurait été dommage de ne pas les voir. À bientôt à tous. Thank you.